Il y a quelques mois, j'ai publié sur ma chaîne YouTube cette vidéo dans laquelle je vous expliquais précisément comment passer de 1 à 10 biens immobiliers dans son portefeuille. Elle a été vue par plus de 100 000 personnes et je vois que le sujet de l'hypercroissance, du scaling à proprement parler dans l'immobilier est un sujet qui vous intéresse parce que oui, encore une fois, que vous soyez à votre première, à votre 10e ou à votre 100e opération immobilière, la recette de cuisine est toujours la même. Mais un chef cuisinier qui a cuisiné plus d'une centaine de fois des œufs en meurette, certes, il utilise les mêmes ingrédients qu'il implémente durant les mêmes étapes, mais il y a aussi une part d'expérience et un petit peu d'apprentissage de terrain qui n'a pas pu être fait dans les livres ou à l'école. Et c'est précisément ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Alors, je me suis posé pendant plusieurs heures et j'ai réfléchi aux métriques, aux principes qui sont différents et qui pourront notamment vous permettre non pas de passer de 1 à 10, mais cette fois-ci de 10 à 100 biens immobiliers en portefeuille. Statistique que j'ai réussi à dépasser il y a un an et arrivant aujourd'hui à près de 122 lots au total. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Principe numéro 1, devenir un spécialiste. Quand on réalise une opération immobilière, en fait, on traverse à chaque fois le même cheminement de pensée, la même procédure, comme on pourrait appeler. On a d'abord ce qu'on appelle la phase de recherche, qui est un petit peu la phase numéro 1 d'un deal immobilier, qui va se conclure, allez, on va dire, par une petite phase qu'on va appeler la phase 1,5, qui va être la phase de négociation. Cette phase de négociation se terminant par ce qu'on appelle en général la signature d'une promesse de vente ou d'un compromis de vente. Par la suite, on va rentrer dans une étape de structuration du deal et notamment la partie bancaire. Donc c'est là où je vais non seulement réfléchir aux différentes métriques de mon opération, mais aussi faire les travaux, évaluer le potentiel, à qui est-ce que je vais te revendre, tout l'aspect stratégique, même s'il est fait un petit peu en amont aussi. Et c'est notamment là où je vais faire ce qu'on appelle mes demandes de prêt auprès de différents partenaires, principalement des banques. Une fois que cette dernière étape est terminée, que j'ai obtenu mes offres de prêt, etc., je vais alors pouvoir signer ce qu'on appelle l'acte authentique, ce qui veut dire que ça y est, je suis enfin propriétaire de mon opération immobilière. Et par la suite va s'enclencher la dernière phase en général, qui est vraiment la phase numéro 3 qu'on va appeler celle des travaux. Et c'est dans cette phase travaux où vraiment je vais exécuter le protocole que j'avais préalablement préparé en fin de compte. C'est là où j'aurai obtenu mes permis de construire, mes autorisations de travaux, etc., avant de déboucher éventuellement dans une nouvelle phase ici qu'on va appeler la phase numéro 4, qui rejoint un peu la phase numéro 1, celle de la commercialisation de mon projet. Point de vigilance ici, je rajoute une petite étape ici pour la partie stratégique et notamment là également où je vais déposer mes permis de construire, où je vais faire mon business plan. Ça reste un peu dans cette grande famille bancaire, mais néanmoins c'est une étape à notifier. Alors il faut savoir que chacune de ces étapes derrière moi, elles sont délégables bien sûr. Si vous ne souhaitez pas effectuer la recherche, vous pouvez faire appel à un chasseur immobilier. Si vous ne souhaitez pas effectuer les dossiers bancaires, vous pouvez faire appel à un courtier. Si vous ne souhaitez pas déposer de permis de construire, un architecte. Mais le métier de l'investisseur, c'est bien sûr d'être le chef d'orchestre des différentes personnes qui vont travailler pour vous et avec vous. Mais aussi, je pense, et notamment dans une démarche de scaling, passer de 10 à 100 biens immobiliers, d'avoir quand même un des aspects qu'il y a derrière moi comme sorte de spécialité. Un domaine dans lequel vous allez vous spécialiser, dans lequel vous n'aurez pas besoin de faire appel à un prestataire externe. Ça va devenir un peu votre pouvoir magique d'investisseur, le truc que vous maîtrisez le mieux. Pour certains, ce sera trouver les deals et les négocier. Pour d'autres, ce sera trouver les financements, mettre en place la stratégie. Pour d'autres, ce sera gérer les travaux, pourquoi pas même mettre la main à la pâte. Et pour d'autres, enfin, ce sera la gestion a posteriori de l'opération, pourquoi pas même la commercialisation et la revente s'il s'agit d'un deal d'achat-revente. Et alors, d'expérience, la plupart des investisseurs que j'ai rencontrés qui avaient acquéri plus d'une centaine de biens immobiliers, ils l'ont pu le faire grâce notamment au fait qu'ils se sont spécialisés dans un de ces domaines. Et il y a un de ces domaines où par rapport au prix de marché, ce que ça vaudrait si vous passez par ce fameux prestataire, ils arrivent à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de marge qu'ils vont grappiller grâce à cette expérience et notamment quelque chose qu'on retrouvera dans un des points suivants dans le cadre d'une association. Donc évidemment, en tant que chef d'orchestre, il faut être bon dans toutes ces matières et tout comprendre, mais il y en aura sûrement une, et vous le savez probablement déjà si vous avez investi dans la pierre, où vous vous sentez plus à l'aise ou naturellement vous pensez que vous allez devenir plus expert que dans d'autres. Principe numéro 2, arrêtez de chercher des opérations à réaliser, mais trouvez plutôt des
banques pour vous financer. Si vous avez déjà réalisé une OP, 2 OP, 3 OP, 4 OP, vous l'avez vite compris, le nerf de la guerre dans le milieu de l'immobilier, de l'investissement locatif à effet de levier, c'est bien évidemment de trouver le plus d'effets de levier possible et donc le plus de partenaires bancaires possible pour financer vos projets. Et il y a vraiment, je pense, un trust, un switch à faire quand on veut évoluer dans le marché de l'immobilier, c'est qu'il faut comprendre que trouver des opérations, ça doit venir de manière automatique parce que vous vous êtes créé le réseau, parce que vous avez le bon carnet d'adresse, parce que vous avez fait le travail initial de vous faire connaître en tant qu'investisseur immobilier professionnel. Et votre mission après ça, c'est vraiment de développer des partenariats d'affaires privilégiés avec des fonds pour vous financer, avec des banques, pourquoi pas des investisseurs privés. En tout cas, d'avoir toujours accès à une cagnotte qui vous permette, en cas de bonne opportunité, d'un bon deal, de pouvoir y aller sans vous préoccuper de comment je vais mettre l'apport, où est-ce que je vais mettre le capital. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Alors, dans la grande majorité des cas, ce sera des banques qui vont vous financer, probablement plusieurs, de plusieurs enseignes différentes. Certaines seront des banques plutôt nationales, d'autres seront des banques de réseau avec une certaine délégation d'agence. Et de manière un peu générale, on va dire qu'il y a 3 trucs essentiels à retenir sur les banques à ce niveau. Premièrement, il faut que vous sachiez exactement comment elles fonctionnent. Comment est-ce que la banque fait pour gagner de l'argent? Quels sont les produits financiers qu'elle va mettre le plus en avant? Certaines banques préfèrent avoir des flux et notamment le TPE de votre magasin. D'autres vont préférer avoir de l'épargne. D'autres vont préférer pouvoir vendre des produits financiers tels que des assurances-vie, du PEA, du livret A, des assurances, etc., etc. Le fonctionnement de vos partenaires, et n'hésitez pas à leur poser la question, ça peut paraître bizarre, mais moi, à titre personnel, je demande à mes partenaires comment est-ce que vous faites pour avoir une bonne note à la fin de l'année, pour toucher votre prime, pour gagner correctement votre vie. Alors certes, le cas dans lequel le banquier en face de vous, il va directement gagner sa vie grâce à vous, il n'existe pas, puisque la totalité des banquiers sont salariés d'un grand groupe, mais dans les faits, ça va impacter ses résultats professionnels et il est important que vous sachiez comment créer et mettre en place une relation win-win. Deuxième chose à retenir, établir une cartographie bancaire bien précise. À titre personnel, avec toutes les banques avec lesquelles je travaille, une petite dizaine au total maintenant, je sais exactement quels sont le secteur d'activité sur lequel elles aiment évoluer, est-ce qu'il y a un directeur en place, s'il y en a un, quelle est la délégation d'enveloppe auquel il a accès, quelles sont les contreparties que telle banque va me demander, est-ce qu'elle prête pour les investisseurs sur 20 ans, sur 25 ans, est-ce que pour les SCI elle prête sur 20 ans ou que sur 15 ans, est-ce qu'elle est plus à l'aise avec l'immobilier commercial, avec l'immobilier d'habitation? Parce que oui, en fonction des banques, en fonction des directeurs d'agence, des conseillers avec lesquels vous allez bosser, ils n'ont pas les mêmes appétences. Et en fait, l'étape d'après, quand on veut passer de 10 à 100 biens immobiliers, à partir du moment où vous avez trouvé une bonne opération, c'est de réfléchir vers quel financeur la présenter pour maximiser vos chances qu'elle soit acceptée. Et ça m'arrive à titre personnel parfois de savoir que dans telle banque, je pourrais facilement aller lever 400, 500 000 euros de dette bancaire qui me permettrait de réaliser l'opération, mais je sais que ça va être difficile parce qu'on est sur de l'immobilier commercial et que cette banque-là, elle n'a pas la délégation pour l'immobilier commercial et que le conseiller en l'occurrence, il sera pas très à l'aise, alors que telle autre banque, c'est une banque plutôt spécialisée pour les professionnels, le directeur d'agence avant, il travaillait en centre d'affaires, donc il a l'habitude d'une clientèle professionnelle. Enfin bref, il y a plein de choses à comprendre et à analyser et à maîtriser sur vos partenaires bancaires. Il faut que vous ayez cette cartographie bancaire qui soit claire dans votre esprit, posez-la même sur papier. À titre personnel, j'en ai fait un grand schéma, un grand mind map que j'ai sur mon écran d'ordinateur et je sais exactement quand je m'apprête à faire une opération vers quelle banque je vais la présenter pour aller le plus vite possible. Troisième point, qui n'est pas des moindres, avoir beaucoup d'amis banquiers. On a beau tourner autour du pot dans tous les sens, retourner le problème par l'avant, par l'arrière, dans tous les cas, il vous faudra des gens pour financer vos projets. C'est vraiment, je pense, une des clés les plus importantes pour enchaîner les opérations et c'est pour ça que j'insiste sur ces notions, non pas de le banquier, c'est votre prestataire et il vous doit un service parce que vous payez. Ça, c'est une relation de client à prestataire. Il faut vraiment, pour avoir une relation durable, qui soit agréable pour toutes les parties, que vous les considériez comme des partenaires d'affaires. Et d'ailleurs, dans les faits, si on reste purement factuel, le banquier, c'est votre premier investisseur. C'est le premier partenaire avec lequel vous allez construire votre patrimoine. Et même si ça peut vous paraître déplacé, bizarre, pas à sa place, je vous conseille de ne pas hésiter à lui proposer, à l'inviter au restaurant de temps en temps, à discuter un peu de tout et de rien, à nouer une relation personnelle avec lui ou avec elle qui va vous permettre de non seulement partager des expériences professionnelles,
professionnel, c'est le but du jeu, mais aussi des expériences personnelles. Imaginez si demain vous avez besoin de quelqu'un pour venir, je sais pas, tondre la pelouse chez votre maman qui n'a plus l'âge pour la tondre. Vous allez faire appel à un prestataire parce que vous n'avez pas le temps. Si vous avez le choix entre un prestataire que vous ne connaissez pas qui est à 20 € de l'heure et un prestataire que vous connaissez qui est à 20 € de l'heure et qui en plus avec qui vous avez une relation personnelle privilégiée, bah dans 99,9% des cas, vous allez choisir la personne que vous connaissez. Et on fonctionne souvent par recommandation. Et ben c'est exactement la même chose pour les démarches bancaires. Et à titre personnel, ça m'est même déjà arrivé qu'une banque me dise bah non, on ne pourra pas te suivre sur cette opération. Par contre, j'ai mon collègue qui travaille dans telle autre banque. J'ai mangé avec lui la semaine dernière et peut-être que lui, il pourrait te suivre. En plus, il me semble pas que tu aies déjà travaillé avec cette banque-là. Donc vraiment parfois, un petit détail, un petit cadeau pour la nouvelle année, une petite bouteille de vin quand vous avez réussi un deal, quand vous avez fait une vente, quelque chose qui permette d'impliquer le banquier comme un véritable collaborateur de votre entreprise, c'est vraiment, vous verrez, un game changer pour votre vitesse de croissance patrimoniale. Principe numéro 3, avoir une excellente gestion financière. À partir du moment où vous allez dépasser les 10 biens immobiliers et que vous allez avoir l'ambition d'aller jusqu'à peut-être 50, 100 biens immobiliers, il va falloir que dans votre tête, vous vous conditionniez comme un professionnel du secteur. Et un professionnel du secteur, quel qu'il soit, si on veut évaluer le fait qu'il soit sérieux, qu'on puisse mettre de la dette sur sa tête pour faire des opérations, eh bien, il faut qu'au niveau de ses comptes, au niveau de la gestion de son bilan, de ses déclarations, etc., il soit carré de chez carré de chez carré. Parce qu'en fait, mettez-vous à la place de la banque. Est-ce que vous prêteriez 100 000, 200 000, un demi-million, voire même 1 million d'euros à quelqu'un qui oublie de déclarer ses impôts, qui oublie de régler en temps et en heure sa TVA, qui ne paye pas correctement ses salariés, qui met 3 mois pour vous envoyer un papier quand vous lui demandez? Eh bien, la réponse est tout simplement non. Être sérieux et consciencieux sur son administratif et la gestion de ses finances, c'est essentiel. Non seulement dans le plan relationnel avec votre banquier et vos partenaires, mais aussi et surtout, retenez bien les amis, par rapport à ce qu'on appelle le scoring bancaire. Dans chaque établissement bancaire dans lequel vous allez faire des prêts, vous êtes noté avec une note qui va notamment dépendre de votre profession, de votre statut socio-professionnel. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? À votre compte, profession libérale? Quelle profession? Papa ou maman? Marié, célibataire, pacsé? Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte dans ce scoring bancaire, mais la gestion de vos finances et l'analyse de vos relevés de compte, raison pour laquelle le banquier vous demandera pour chaque demande de prêt votre 3 derniers relevés de compte, est vraiment quelque chose d'important. Il va évaluer combien d'argent vous mettez de côté tous les mois. Est-ce que vous êtes souvent à découvert, pas à découvert? Est-ce que vous faites des jeux d'argent? Est-ce que vous jouez au poker? Est-ce que vous avez beaucoup de crédit à la consommation? Tout ça, ça va compter inéluctablement. D'autant plus que plus vous allez avancer dans le parcours d'investisseur et plus la banque, elle va regarder certains critères qu'elle ne regardait pas au début et il va falloir que vous puissiez lui donner les bonnes informations. Par exemple, elle vous demandera votre balance personnelle en termes d'actifs et de passifs, c'est-à-dire quelle est la valeur de votre portefeuille immobilier par rapport à ce que vous devez aux différents organismes créanciers avec lesquels vous avez travaillé. Alors évidemment, cette balance-là, le plus elle est en faveur de l'actif, le mieux c'est. Plus ça veut dire que votre actif net, c'est-à-dire votre vrai patrimoine net une fois que vous avez payé tout le monde, c'est ça que la banque elle va regarder et regarder l'endettement global de ce portefeuille. D'où l'intérêt de créer de la valeur dans des deals, d'où l'intérêt de faire des travaux pour créer de la valeur et pas uniquement attendre qu'elle se crée par le temps et le remboursement du capital. Deuxièmement, la banque elle va regarder la plus-value latente que vous avez dans vos biens. Si demain ça se passe mal et qu'il faut tout revendre, quel culbut vous arrivez à générer. Cette plus-value latente, elle ne s'invente pas. Elle se calcule a priori d'une opération en faisant de la division, des travaux, des changements d'aménagement, de l'embellissement, bref, en créant encore une fois de la valeur dans vos opérations. Troisièmement, elle va regarder votre réserve de capitaux. Combien de poches de liquidité est-ce que vous avez? Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont placées? Est-ce qu'on parle d'un PEA? Est-ce qu'on parle d'un compte à terme pour une entreprise? Ou est-ce que vous n'avez pas de liquidité du tout, même si la plupart des banques auront du mal à vous suivre pour les opérations d'après si vous n'avez pas en permanence de l'argent en termes de fonds de roulement. Et enfin, bien sûr, comme vous serez passé dans la catégorie des professionnels de l'immobilier, probablement avec une société destinée à faire ces investissements, eh bien la banque va regarder la gestion de cette société au sens large. Est-ce qu'il y a des salariés? Est-ce qu'il y a une voiture de fonction? Quel type de voiture? Encore une fois, la gestion financière au global de votre société qui est vous plus votre patrimoine, puisqu'encore une fois, vous rentrez dans cette catégorie des pros de l'immobilier. Principe numéro 4, avoir une présentation professionnelle. Si vous avez déjà accumulé près d'une dizaine de biens et d'opérations au total, vous avez forcément généré de l'endettement sur votre tête et vous allez probablement demander à des conseillers bancaires de vous accompagner sur des opérations de plus en plus grosses
en taille, mais aussi de plus en plus grosses en complexité, avec un petit peu plus d'urbanisme, d'administratif, de côté commercial, des opérations plus compliquées que ce que vous faisiez avant. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les banques, au fur et à mesure de votre parcours, à partir d'un certain seuil, je dirais, elles vont vous demander ce qu'on appelle dans le métier un portfolio d'opérations. Le portfolio, c'est tout simplement une petite présentation, non seulement de votre portefeuille dans un premier temps, mais aussi des différentes opérations que vous avez réalisées par le passé et leurs résultats, à la fois quel était le style de ces opérations, le mode opératoire, comment vous les avez gérées et quels résultats vous avez obtenus. Alors l'idée ici, c'est pas de faire un livre de 400 pages sur la vie de Timothée Moreau ou je ne sais quoi, pas du tout. Simplement imaginez une diapositive par opération. Sur chaque diapo, dites c'était une opération sur un appartement qui était un grand T3 que j'ai divisé en 2 T2. J'ai mis tant de capital de ma poche, j'ai réalisé les travaux en temps de durée, ça m'a coûté tant. Au final, j'ai une rentabilité sur le projet de temps, j'ai une plus-value latente sur le projet de temps. J'ai réussi à créer tant de valeur immobilière grâce à mes travaux et à mon aménagement. Grosso modo, comprenez une slide sur laquelle la banque va pouvoir se baser pour juger si vous savez faire ou si vous ne savez pas faire. Faites-en une par opération. Mettez également au début de cette présentation quelques slides sur vous, votre parcours, qu'est-ce que vous voulez faire, vos objectifs patrimoniaux à moyen long terme, votre évolution jusqu'à maintenant avec des jolis graphiques, avec des flèches. Bref, imaginez que vous allez présenter non pas vous en tant que personne tout simplement, mais un projet, une entreprise. Et vous êtes quelque part, même si vous êtes encore tout seul et même si vous n'êtes pas encore sous forme de société, une sorte de petite foncière immobilière, une sorte de petit fonds d'investissement personnel et la banque va vous demander quelle est la valeur de votre portefeuille, quel est le pourcentage entre l'actif et le passif dans chacun de vos biens, chez quels emprunteurs vous avez contracté des crédits, quelle est la durée restante de vos encours. Tout ça, ça peut être très bien brandé dans un joli diaporama avec des jolis graphiques, des jolis tableaux. Quelque chose encore une fois qui fasse pro et qui donnera envie aux banquiers de vous suivre vous, plus que tous les autres dossiers qu'il a reçus dans la journée. Principe numéro 5, visez la bonne taille d'opération. De manière un petit peu générale, on peut dire que pour le commun des mortels, il y a 4 volumétries d'opérations sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Première catégorie, les plus petites, c'est celle en dessous de 250 000 € de coût global pour l'opération. C'est nécessairement le volume par lequel vous allez commencer parce qu'on commence toujours petit dans l'immobilier, notamment pour développer petit à petit, encore une fois, son portfolio. Mais clairement, c'est en fait la plus dure. C'est dans cette catégorie que vous serez en concurrence avec ce qu'on appelle les primo-accédants ou les gens qui veulent acheter pour y vivre. Parce que oui, le pouvoir d'achat moyen en termes d'accès au logement pour les Français, c'est plutôt entre 150 et 200 000 €. Ce qui veut dire qu'en réalisant des opérations en tant qu'investisseur avec une logique mathématique de rentabilité où il faut qu'on gagne de l'argent avec ça, vous allez être face à quelqu'un qui achète avec le cœur et avec le cœur, on achète toujours plus cher. C'est ce qu'on va dire la première zone. Zone numéro 2, entre 250 et 500 000 €. C'est une zone de chalandise qui est plutôt agréable parce que vous êtes encore en général à ce niveau-là dans les délégations des directeurs d'agence, des banques de réseau que vous avez autour de chez vous. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à convaincre le directeur d'agence d'une banque de réseau d'une opération à 400 000 € et qu'il a une délégation d'enveloppe à hauteur de 500 000 €, si lui il vous dit oui, c'est oui. Il n'y a aucune autre discussion. Et clairement, on va pas se mentir, ça simplifie énormément les échanges et les acceptations de dossiers. Vous avez ensuite la zone de 500 000 à 1 million d'euros, qui est celle qu'on appelle en général la zone des requins, puisque à l'échelle d'une ville de taille moyenne, c'est vraiment la zone sur laquelle vous n'allez croiser que des investisseurs professionnels, semi-professionnels, enfin bref, des gens qui ont l'habitude de faire des opérations, qui ont l'habitude de beaucoup négocier, de beaucoup chercher, qui ont déjà un gros réseau à la fois pour trouver des biens, mais aussi pour les commercialiser derrière. Donc ça fait partie des volumétries qui sont assez dures à travailler de par une concurrence professionnelle autour de vous. Et enfin, vous avez ensuite tout ce qui va dépasser les 1 million d'euros. Alors évidemment, ça va dépendre si vous êtes dans une grande ville ou une ville de taille moyenne, mais en dehors de Paris intramuros, c'est des 3 plus grandes villes en France. On va dire qu'au-delà d'1 million d'euros, vous vous adressez vraiment à un public professionnel institutionnel, puisque c'est le montant à peu près minimum à partir duquel des SCPI, des grosses foncières professionnelles, des gens qui investissent avec 50, 100, 150 membres, vont se lever pour étudier les dossiers. Ces gens-là, ils achètent cash. En plus de ça, ils ont des exigences de rentabilité qui sont largement moindres que celles qu'on aura en tant qu'investisseur privé, raison pour laquelle ce sera assez dur d'aller batailler avec eux, voire même impossible pour être transparent. Alors vous allez me dire, ok Tim, c'est bien beau tout ça, mais du coup, quelle est la meilleure zone? Comment faire? Où est-ce qu'il faut aller? Eh bien en fait, moi, à titre personnel, ma zone préférée, et celle que j'estime être la plus propice quand on veut scaler, encore une fois, de 10 à 100 biens immobiliers, j'espère un jour pouvoir vous faire une vidéo sur comment passer de 100 à 1000,
c'est très loin d'être le cas pour l'instant, eh bien je pense que les opérations aux alentours de la zone de 500 000 euros, un demi-million d'euros, sont celles qui peuvent se répéter avec la plus grande efficacité et la plus grande fluidité. C'est une zone d'achat où vous êtes au-dessus du marché des primo-accédants et des gens qui veulent acheter pour y vivre. Regardez autour de vous, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui vivent dans une baraque à plus de 500 000 euros pour eux-mêmes. Vous êtes dans le bas des opérations pour la zone des fameux requins, ceux qui ont déjà beaucoup de moyens, des gens qui ont des gros revenus, qui gagnent 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois et qui peuvent largement aller plutôt sur des opérations entre 500 000 et 1 million d'euros, voire même un petit peu plus. Et vous êtes encore assez voisin des grosses délégations d'agences qui peuvent s'établir même dans une échelle de province. Par chez moi, certains directeurs d'agences, je suis dans une ville où il y a 50 000 habitants, peuvent avoir jusqu'à 700 voire 800 000 euros de délègues. Raison pour laquelle, d'expérience, je dirais que c'est la volumétrie de prix qui est la plus intéressante. Enfin, principe numéro 6, investir à plusieurs. Comme vous l'avez déjà compris dans le début de cette vidéo, en devenant un investisseur professionnel, chacun sa spécialité. Tout le monde n'est pas bon pour tout faire. Il y en a certains qui auront plutôt la tête pour aller discuter avec les banquiers, pour faire la commercialisation, d'autres qui auront vraiment le feeling pour gérer les artisans, gérer les travaux, les permis de construire, l'urbanisme. Chacun son truc, encore une fois, et l'association va être là pour augmenter ces compétences-là, non plus à l'échelle d'une personne, mais bien sous forme d'une équipe. Parce qu'en fait, dans ces points faibles et ces points forts que tout le monde a, il y en a certains qui sont modifiables. Votre taux d'épargne, il est modifiable si vous arrivez à mettre plus d'argent de côté. Votre compétence travaux, elle est modifiable si vous prenez le temps de lire des bouquins, de vous renseigner, de faire des stages et de comprendre comment est-ce qu'on gère un chantier au quotidien. Mais il y a aussi des paramètres qui ne sont pas modifiables. Je pense à votre profession, je pense à votre statut socio-professionnel qui est plus difficilement modifiable. Ou encore votre volume de capital, quand vous avez 30 000 ou 40 000 ou 50 000 euros de côté, mis à part si vous faites plus d'opérations, c'est pas toujours modifiable le fait d'arriver comme ça du jour au lendemain à prendre 50 000 euros. Eh bien, l'association est un des leviers à ne pas sous-estimer pour pouvoir vraiment se développer et scaler dans le monde de l'immobilier. Imaginez en fait que vous allez faire un pot commun entre vous et un autre investisseur, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, autant que vous souhaitez. Et ce pot commun va être le résumé des avantages de chacun afin de créer une équipe avec des complémentarités. C'est un peu comme une équipe de foot. Aller mettre à l'intérieur uniquement des défenseurs, ça sert à rien. Uniquement des attaquants, ça sert à rien. Il vous faut quelques défenseurs, quelques attaquants, des joueurs de milieu de terrain, un gardien. Et bien en fait, dans le monde des affaires, c'est exactement pareil. Allez vous associer avec une personne qui est le strict identique de ce que vous faites, qui a le même réseau, le même carnet d'adresses, qui évolue sur la même zone de chalandise, qui a grosso modo la même épargne, les mêmes revenus, les mêmes compétences, eh bien ça ne sert à rien. Moi je vous suggère, surtout si vous êtes dans cette optique, non pas juste de partager une expérience comme vous pourriez aller à la pêche en plein été, avec un ami à vous pour vous faire plaisir, l'idée ici c'est de créer une équipe complémentaire où chacune des parties ne peut pas faire séparément ce qu'elles font ensemble. D'ailleurs, on a plusieurs types d'associations. Numéro 1, on va appeler les associations financières. C'est-à-dire, moi je n'ai pas d'argent, mais j'ai l'opération. Toi tu as de l'argent, mais tu ne veux pas t'occuper de l'opération. Toi tu mets les ronds et moi je gère l'OP. Ça peut être une sorte d'association qui peut bien tourner. Deuxièmement, les associations opérationnelles. Toi tu as un grand carnet d'adresses bancaires et tu sais gérer les levées de fonds. Moi de mon côté, je sais gérer la partie travaux. Moi je trouve l'argent, je trouve le deal, je le structure et toi tu gères les travaux derrière. C'est encore une fois une possibilité. Et enfin, troisième type d'association, celles qui sont commerciales. Moi j'ai le deal, toi tu as le client potentiel. Super, on s'associe et on fait l'OP au global. Cette troisième caractéristique, elle est un petit peu plus valable pour des opérations d'achat en vente, quoique, je vous donne un exemple tout bête qui est arrivé à un ami à moi pas plus tard que cette semaine. Lui en l'occurrence avait accès à une opportunité d'un local industriel pas trop cher. Un autre de mes amis avait lui dans son carnet d'adresse le directeur du développement immobilier d'un grand groupe qui cherchait justement un local industriel sur la Bourgogne-Franche-Comté. Les numéros se sont échangés, ils se sont rendus compte que celui de gauche avait les solutions à celui de droite et celui de droite les solutions aux problèmes de celui de gauche. Vous avez compris où je veux en venir, ils ont mélangé leur point de vue, les parts sociales de la société, etc. et ils vont probablement faire le deal. Ça, c'est une association commerciale. Alors, tout est possible, on peut bien évidemment mêler plusieurs types d'associations les unes avec les autres, mais globalement, il y a quand même certaines règles, certains trucs à retenir pour en avoir fait beaucoup de mon côté et que j'aimerais vous partager ici pour finir cette vidéo. Numéro 1, rédigez toujours un pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est un document officiel rédigé dans la grande majorité des cas par
un avocat qui va régir les droits et les devoirs de chacun des associés au sein d'une structure. C'est signé, c'est écrit et c'est opposable sur le plan judiciaire. Sans parler d'aller jusqu'à faire une procédure si ça se passe mal, etc. C'est aussi un moyen, je trouve, de poser sur papier les obligations de chacun, les droits et les devoirs de chacun, qui fait quoi, dans telle temporalité, qui prend les risques, qui les prend moins, et que tout soit clair. Une grande partie des mariages de business qui se passent pas bien, c'est quand tout n'était pas clair dès le départ. Quand vous n'avez pas osé discuter de cette partie-là et qu'au moment où on y arrive, c'est sujet à discorde. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, c'est le pire du pire. Deuxième conseil, soyez franc et transparent dès le début du mariage. Si vous ne savez pas gérer un permis de construire et que dans l'association que vous avez designé, vous allez vous occuper de toute la partie travaux, que vous savez très bien gérer des artisans, que vous savez très bien gérer un chantier, mais simplement le permis de construire, vous y connaissez rien, eh bien ne gardez pas ça pour vous. Dites que vous êtes prêt à gérer cette partie, mais que ça, vous ne savez pas faire. Ne dites pas oui, t'inquiète, je vais me débrouiller, je vais gérer, alors qu'en fait, vous ne savez pas gérer et que vous allez devoir patauger dans la semoule, ça fonctionnera pas. Il vaut mieux dès le départ dire ça je sais faire, ça je ne sais pas faire, est-ce que toi tu peux faire ça, est-ce que moi je peux faire ça, et mettre toutes les choses à plat. C'est ça vraiment une des caractéristiques d'une association qui fonctionne sur la durée. Troisième conseil, avancez étape par étape. Quand on s'associe avec quelqu'un pour faire un deal immobilier, au départ on s'associe pour un deal. Alors un des pièges dans lesquels on peut souvent tomber, c'est qu'on va tout de suite imaginer « on va faire une multinationale ensemble, on va faire 250 000 opérations ». Oui, c'est possible ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans la majorité des cas, je vous suggère d'avancer étape par étape. D'abord, on fait un deal ensemble, on voit comment ça se passe, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on est bien complémentaires, est-ce que ça tourne. Une fois qu'on en a fait un, on en fait un deuxième, puis une fois qu'on a fait le deuxième, on fait le troisième et on avance les choses comme ça, étape par étape. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas parce qu'à la soirée d'hier soir, vous avez discuté 1 heure avec un mec que ça va devenir votre meilleur ami, voire même votre petit ami. La vie ne fonctionne pas comme ça, la première impression n'est pas toujours la bonne, donc raison de plus pour raisonner en mettant un pied devant l'autre. Enfin, quatrième conseil, qui est peut-être le plus basique mais le plus important, mieux vaut ne pas faire que de faire en n'étant pas sûr. Si jamais vous le sentez pas, si jamais le deal vous parle pas, que vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit de pas y aller ou que la personne avec qui vous vous apprêtez à vous associer, il a des comportements qui vous correspondent pas ou elle a des comportements qui vous plaisent pas, qui sont pas en accord avec vos valeurs. Peu importe, je sais pas vraiment ce qui pourrait vous déranger, mais dites-vous que s'il y a une partie de vous-même qui ne veut pas y aller, en général d'expérience dans 100% des cas en fin de compte, c'est tout simplement qu'il ne faut pas y aller. Il vaut mieux passer à côté d'une bonne opération que de mettre les deux pieds dans une mauvaise opération. Alors même si dans l'immobilier, encore une fois, une grande partie du taf est anticipable et qu'on sait à l'avance si on va avoir des problèmes, eh bien je dirais qu'il faut quand même écouter son instinct et quand on le sent pas, il faut pas faire. Voilà un petit peu les amis pour ces 6 principes qui m'ont permis à titre personnel de passer de 10 à 100 biens immobiliers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous en avez déjà acheté pas mal, rajoutez des principes dans les commentaires de cette vidéo. Ça permettra de nourrir le cerveau de tous les gens qui regardent celle-ci. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui partage cette ambition, ça me fera ultra plaisir. De mon côté, je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao!